Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Stéphane Jambu. Stéphane est consultant sur tout ce qui touche à la stratégie en e-commerce avec une forte spécialisation sur le SEO. Pour résumer simplement ce que fait Stéphane pour vous, il vous aide à avoir plus de visibilité donc au niveau de votre site e-commerce et il vous aide aussi à avoir une stratégie, une direction claire à suivre. Dans cet épisode, on parle d'erreurs que font beaucoup de e-commerçants avec leur site au niveau du SEO et on parle de stratégies à mettre en place pour améliorer sa visibilité. Avant de lancer l'interview, je me présente. Je m'appelle Sylvain Boutry. Je suis le fondateur de l'agence Jams. Jams, c'est une agence spécialisée sur Amazon. Ça veut dire qu'on aide, on accompagne les marques qui veulent se lancer ou performer plus sur Amazon. Et pour en savoir plus, voir des études de cas de nos clients passés et savoir un petit peu plus ce qu'on peut faire pour vous accompagner sur Amazon, je vous donne rendez-vous à l'adresse suivante, jams.fr, ça s'appelle jamz.fr. Une autre petite chose avant de lancer l'interview, si vous aimez le podcast, si vous le suivez avec assiduité, et je sais que vous le suivez avec assiduité et je vous en remercie, j'ai une petite faveur à vous demander, c'est tout simplement de parler du podcast autour de vous. Donc ça peut être en parler en direct avec quelqu'un ou simplement partager le podcast sur les réseaux sociaux, en parler sur votre profil. Ça aide à développer le podcast, à augmenter sa notoriété. Je vous remercie par avance. Et allez, une toute petite dernière chose, juste une courte mention de notre sponsor Retail Arbitrage Flipping. Alors Retail Arbitrage Flipping, qu'est-ce que c'est ? C'est un fournisseur de produits Retail Arbitrage, mais aussi c'est un Prep Center, c'est-à-dire un centre de préparation spécialisé sur Amazon. Donc chez Retail Arbitrage Flipping, ils réceptionnent, préparent, étiquettent vos produits et ils envoient vos colis chez Amazon. Donc pour avoir un petit peu plus d'infos, vous pouvez aller à l'adresse suivante, retailarbitrageflipping.com. Donc c'est flipping avec 2 P et un G à la fin. retailarbitrageflipping tout attaché.com. Voilà pour l'intro, on lance maintenant l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Stéphane Jambu. Et j'ai géré des projets de refonte de systèmes d'information ou de développement spécifique, comme on dit. Et au bout de 13 ans, j'en ai eu un peu marre et j'ai créé mon entreprise avec pour objectif de lancer un e-commerce de bijoux et montres. Ce qu'on a fait avec ma femme et on a eu quelques années très intéressantes au cours desquelles on a appris le métier, je dirais, sur le tas. Et j'ai pu apprendre auprès de certains des meilleurs référenceurs, par exemple français, comment vraiment gérer des canaux d'acquisition tels que le référencement naturel, mais aussi les places de marché et quelques autres, le SIA aussi, jusqu'à parvenir à revenir un peu à mes amours premières, c'est-à-dire redevenir consultant pour gérer les e-commerce des autres en fait, sachant qu'au passage j'ai fait des missions aussi chez Carrefour, chez Cultura et chez Cdiscount. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, ce site, tu l'as lancé à quel moment et est-ce qu'il continue d'exister ? Est-ce que tu es encore e-commerçant aujourd'hui ? Plus vraiment, puisque c'est la dernière année, on le laisse tranquillement mourir puisqu'on n'a plus le temps de s'en occuper. Le site s'appelle exotique avec un c-express.fr. Petit à petit, on s'est retiré des places de marché et on n'a pas poussé certains canaux pour le site, notamment le SIA, puisqu'on a des paniers moyens trop faibles. On pourra en parler plus tard. Et quand on n'a pas la place de faire certaines dépenses qui rapportent, alors on est coupé de sources de revenus nécessaires. Et de plus, dans le bijou, c'est devenu ultra concurrentiel avec des marketplaces dédiés. Il y a Azos, il y a plein de gens comme ça qui viennent nous concurrencer directement et on peut plus survivre avec des marges aussi faibles. D'accord, je comprends. Donc ouais, il y a eu une sorte de fenêtre qui était ouverte il y a quelques années, qui s'est petit à petit refermée, et puisque tu as changé de focus pour passer dans le conseil, ouais, le site existe, mais aujourd'hui c'est plus la priorité. Non, c'est pas grave, on a passé presque 10 ans, on a tout fait pendant des années, 7 jours sur 7, on a bien donné, et maintenant on a beaucoup plus de chiffre d'affaires avec le conseil. Ouais. C'est quelque chose d'intéressant parce j'ai quelque part un peu le même parcours, la même situation, puisque je suis vendeur sur Amazon et à côté j'accompagne des marques sur Amazon, et donc j'ai aussi cette approche d'apprendre et de pratiquer sur Amazon au quotidien, et puis derrière d'accompagner des marques qui ont grand besoin d'expertise sur le sujet.
Alors le thème de l'épisode aujourd'hui, ça va être de parler de SEO pour le e-commerce. On va se focaliser là-dessus. Et je voyais juste avant de lancer l'interview que tu avais commenté et commenté un post sur LinkedIn où la personne demandait, c'était un sondage, qui est le plus fort pour le e-commerce? Est-ce que c'est Google ou qui est le plus fort de manière générale? Est-ce que c'est Google ou est-ce que c'est Amazon? J'ai vu que tu as voté Google, donc quelque part le SEO, j'imagine derrière. Et du coup, la première question, c'est toi, comment est-ce que tu définis le SEO? Je veux bien répondre à la question de la définition du SEO, mais ça mériterait une petite explication sur mon vote. Alors, la définition du SEO, attention, c'est pas que Google, c'est l'intégralité de l'optimisation de la visibilité sur les moteurs de recherche. SEO, d'accord, Search Engine, moteur de recherche, optimisation. Donc, les moteurs de recherche, il y en a partout. Il y en a sur Alexa avec le vocal. Il y en a sur Amazon lui-même parce qu'on peut chercher des produits. Il y en a sur ses discounts, pourquoi pas. Il y en a sur LinkedIn, il y en a sur Facebook. Il y en a partout où il y a de la visibilité à aller chercher et qu'on peut donc chercher des choses sur un moteur de recherche. Donc Google n'en est qu'un. Bon, il est hégémonique en France, pas partout, mais en France. Et voilà. C'est pour ça qu'on parle souvent de Google, mais il n'y a pas que lui. C'est vrai. J'ai moi-même fait le raccourci. Et donc sur le versus entre Google et Amazon? Alors, j'ai l'impression que la messe n'est pas complètement dite, c'est-à-dire qu'il est évident qu'Amazon est pour le coup lui quasi hégémonique sur le e-commerce, en tout cas aux États-Unis, avec une part de marché, je crois, au-delà des 50% du chiffre d'affaires généré, sauf erreur. Cela dit, certains résistent et tentent de les concurrencer. Bon, Google ne s'y est pas vraiment mis en l'occurrence, puisqu'il a lancé sa place de marché de vente que cette année, je crois. Avant, c'était un peu des versions embryonnaires, etc. Donc voilà, il y a ça, on verra. Google a une puissance de feu incroyable. Ça peut encore être un match. Mais bon, pour l'instant, Amazon a gagné, on va dire, sur l'e-commerce pur. Cela dit, aux États-Unis, sur le monde, Google reste quand même, je pense que génère aussi largement autant de chiffres. Puis il y a Alibaba qui arrive aussi, qui est très très fort. Ouais. J'avais lu le projet là d'implantation, je crois que c'est dans la région bordelaise, avec un entrepôt gigantesque qui sera quelque chose comme le deuxième plus gros entrepôt au monde, derrière celui de Boeing aux États-Unis. Enfin, donc ouais, on va dire qu'il y a les Chinois derrière. C'est vrai que ouais, Google, c'est assez particulier parce que d'un côté, ils ont cette force de frappe. D'un autre côté, on les a vus se rétamer complètement sur des choses. Donc, typiquement le réseau social, ils avaient essayé de pousser Google+, ils avaient fait quelque chose qui s'appelait Google Waves, il me semble. Enfin, on les a vus se prendre d'énormes râteaux sur des sujets et quelque part en dépit de leur force de frappe. Donc, c'est vrai que sur le e-commerce, c'est la grande question. En l'occurrence, la marketplace en France est en bêta test en France, s'appelle Shopping Action. J'ai commencé à mettre moi mes propres produits. J'ai déjà pris quelques commandes, mais donc c'est encore embryonnaire, comme tu le disais. Ça doit structurer. J'imagine que Google doit faire un effort pour pousser tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, en e-commerce, aux États-Unis, donc Amazon a tout écrasé. Et en Europe, même si c'est beaucoup plus fragmenté, il y a plus de marketplaces, des généralistes, des spécialistes. Amazon reste la première en termes de volume, mais ce sont des parts de marché qui sont autour ou en dessous des 20%. Donc, en effet, comme tu le dis, la messe est pas complètement dite sur l'Europe. Alors, il y a on entend souvent, ou on entend des gens qui disent que, en gros, que le SEO est mort, que maintenant typiquement Google et Amazon et autres veulent monétiser leur page de résultats de recherche, et donc aujourd'hui, c'est la pub, c'est le SEA qui a pris la relève. Est-ce que c'est ton avis? Est-ce que le SEO ça marche encore en 2020 typiquement? Et est-ce que tu as des exemples de stratégies SEO qui arrivent à amener des bons résultats par rapport à une stratégie SIA pure? Ah oui, j'en ai plein. J'en fais tous les jours. J'ai des dizaines de clients par an, donc tous n'ont pas une réussite avérée sous 6 mois, mais une bonne partie, en tout cas, rentre, je dirais, dans son investissement, parce que c'est l'objectif. Quand on raisonne comme un entrepreneur, on doit d'abord avoir, je dirais, un plan de développement, un business plan,
avec des lignes d'investissement et donc à côté des montants aussi, comment dire, de chiffre d'affaires peut-être en face, puisque chaque investissement est censé rapporter. Bon, sauf le branding pur, hein, où tu fais connaître ta marque, et là c'est beaucoup plus diffus, mais c'est l'idée. Donc en SEO c'est très compliqué de calculer ça, mais bon, on arrive à peu près à y voir clair parfois quand même, et des fois même c'est beaucoup plus clair que ça, puisque un exemple, j'ai un de mes clients qui m'a commandé quelques pages, hein, c'était vraiment très très peu, et son site n'était pas du tout puissant. C'était l'année dernière, et là la mise à jour du 5 mai 2020 l'a propulsé directement premier devant Que Choisir, Boulanger, Cdiscount et tous les D'accord. autres. Avec l'avalanche de trafic que ça veut dire. Ouais, bah, carrément, c'est-à-dire là maintenant son trafic il a été multiplié par X, et son chiffre d'affaires aussi, puisque c'est un e-commerce, donc c'est direct. Bon, avec tellement de peu de pages, un investissement de moins de 3 000 euros, je crois, forcément, c'est extrêmement rentable. Alors, il a attendu longtemps, c'est vrai. Il y a eu 8-9 mois d'attente où c'était pas encore, il n'était pas dans le top 3. Il a continué un petit peu à travailler, il a rajouté du contenu, il a rajouté des liens, et c'est passé, quoi. Mais après, il reste effectivement que la première position sur Google est de plus en plus basse sur desktop, avec des annonces, etc. et plein d'encarts qui s'ajoutent. Mais enfin, les gens sont pas dupes, quoi. Il faut pas non plus penser qu'ils ne cliquent que sur les annonces ou que sur les premiers choix de recherche avec des images ou des vidéos. Oui, bien sûr. Ils cherchent aussi une vraie réponse à une question. Et la réponse, souvent, c'est je veux acheter quelque part, ou je veux avoir mon information auprès d'un site qui tient la route, quoi. Donc on voit Wikipédia, on passe au suivant parce qu'on en a marre de voir toujours les mêmes trucs. Oui, complètement, oui. Et là, on est là, quoi. Donc si on est là, on est bien. Ça reste, et surtout quand c'est positionné, après, quand c'est bien fait, tu bouges pas pendant longtemps, donc ça te coûte rien de rester dans le top 5, quasiment, et puis là, tu engranges, quoi. Ouais. C'est un peu la même chose sur Amazon. Tu vois, tu utilises la pub pour faire des ventes au travers d'un mot-clé qui a été tapé dans la barre de recherche. Mhm. Et donc, le fait de dire Amazon, il y a eu une vente sur tel mot-clé, ça dit Amazon, cette fiche produit est pertinente sur ce mot-clé. Et donc, petit à petit, comme ça, tu remontes dans les résultats de recherche naturels, organiques. Et au bout d'un moment, quand tu es suffisamment haut, tu as l'organique qui tourne. Tu vois, tu es toujours pertinent sur le mot-clé. Et en gros, tu commences à te visser en haut de ces pages. Et plus le temps avance, plus tu engranges des avis, plus en gros, tu es solidement ancré là-haut. Et puis derrière, c'est la machine à vendre vraiment qui s'est mise en route. Et donc, il y a un peu cette même approche avec Amazon. Ma question, c'est quand tu parles d'investissement en SEO, alors si on met de côté l'accompagnement, l'expertise typiquement que tu proposes, on parle de contenu et de stratégie pour obtenir des liens. C'est les deux postes principaux d'investissement en SEO? Il y en a trois, puisqu'on a un triptyque en théorie dans le SEO, technique, contenu, comme tu dis, mais aussi, tu as parlé de contenu, popularité, mais il y a aussi la technique. Donc la technique, c'est vraiment faire en sorte que le site soit en capacité d'être, comment dire, bien compris par Google, un site rapide, performant, etc., etc. Quand on voit les délires que certains malheureusement vivent encore aujourd'hui parce qu'ils font des choix horribles, par exemple Wix ou des solutions propriétaires en s'imaginant qu'on allait faire appel à la petite agence du coin qui va faire ça à la main, etc. Bon, déjà, on arrive à des situations terribles. Après, d'autres qui ont pris des vraies solutions, on en parlera plus tard des solutions que je recommande, mais même là, on arrive à des gros problèmes. Donc, il faut quand même mettre les choses au point avant de démarrer. C'est pour ça que toutes les agences, tous les consultants vont vous dire on va faire un audit. Avant tout, pour y voir clair. Bon, cela dit, moi je fais pas ça à tous les coups, hein. J'ai tendance à penser que tout le monde dit ça, et que en général, quand on vient me voir, c'est qu'on a déjà fait un audit. Mm-hmm. Voilà, une fois sur deux, l'audit a déjà été fait, ou alors je me sens pas la nécessité de le faire. Je te donne un exemple. Tout le monde a des mauvais sites quasiment. Enfin, si la concurrence a un site qui est pas terrible et que le tien est pas terrible, et que tu te sens pas en capacité Ça se voit pas. ça se voit pas, quoi. Donc tu fais mieux que les autres sur les restes, donc contenu et popularité, et puis l'audit, et la modification de ta solution, comme elle est parfois très compliquée à faire, et on la fait pas, quoi.
Mais si on a le courage, oui, il faut s'y attaquer. Sauf que bon, quand tu as un PrestaShop et que tu commences à le modifier parce qu'il est mal foutu et que la version suivante sort, tu fais comment? Tu reportes toutes tes Ouais. modifs, voilà, ton thème il est plus adaptable, enfin c'est informatique quoi. Ouais, c'est une vraie question, ouais, celle de la migration ou de l'évolution ouais, d'un site, un truc ultra technique et puis j'imagine assez risqué puisque si tu fais mal les choses, j'imagine que tu peux perdre des classements et donc détruire des mois, des années de travail théoriquement quoi. Ah bah ouais, on vient me voir souvent, le site est mort, est détruit, il n'y a pas eu de plan de redirection, les agences, quand on fait appel, j'aime pas dire du mal des gens, mais quand on fait appel à une agence média ou de com pour faire son site e-commerce, à la base, on a un problème, quoi. C'est pas leur métier, donc s'ils sous-traitent, ils vont pas forcément savoir driver le projet. Donc il vaut mieux faire appel à des vrais pros, quand en plus moi j'ai vécu ça de l'intérieur, donc je sais exactement à qui faire appel derrière. D'accord, ouais. Et donc, c'est ma question suivante. Tu vois, pour un site e-commerce qui veut amorcer sa stratégie SEO, qui décide de prendre le SEO au sérieux. Donc, on a dit que la première étape, ce serait un audit. Et à partir de là, alors je sais que ça dépend forcément de ce que dit l'audit, mais qu'est-ce que tu recommandes de faire en premier? Comment est-ce qu'on met en place un projet SEO sur son site e-commerce? Bah, les fondamentaux sont connus, hein. Le premier critère de positionnement d'une page sur Google, c'est la balise title. Il suffit d'avoir le bon état d'esprit. On tape balise title parfaite peut-être dans Google et on aura tous les conseils du monde pour faire une bonne balise title. Et ça, on l'applique sur toutes les balises de toutes les pages importantes de son site, notamment les pages de vente, les pages d'atterrissage, comme on appelle ça, ou les catégories de produits, certaines fiches produits, la home, les pages services quand on fait du B2B, etc. Donc déjà, une page doit avoir une cible principale qui est ce qu'on appelle une expression clé plutôt que, moi je trouve que c'est mieux qu'un mot-clé. Par exemple, couche bébé, voilà, ou location appartement Bordeaux, bon, Mhm. c'est cette page, elle vise ça, donc on met ça dans la base title avec certaines subtilités. Il y a aussi la métadescription qui est quand même ce qu'on voit sur Google quand on cherche un site, on voit ça en premier. Ensuite, on a évidemment une complète, comment on appelle ça, une cohérence entre cet objectif et le contenu de la page. Donc, on parle bien du sujet. Dans les balises H, puisqu'on fait quand même de l'HTML, on est censé savoir qu'il y a des balises H et qu'on les utilise pas pour la présentation, mais pour la structuration du contenu. Mhm. Une erreur que je vois souvent aussi. Ouais. Et puis après, on déroule le sujet le plus possible dans sa Mhm. page. C'est pas 2 phrases, c'est pas 3 phrases, c'est 2000 mots, quoi. Alors, il y a des débats, on peut être premier avec 150 mots, mais enfin, quand il y a de la concurrence, je préfère faire un peu plus que les autres qu'un peu moins, quoi. Je sais pas, ça me paraît logique. Ouais, complètement. Donc on en voit Donc, plus, ouais, un contenu riche bien sûr. qui. Mhm. Et riche, ça veut dire quoi? Parce que là, c'est pareil, quel est l'état d'esprit? J'ai fait un contenu riche, mais est-ce qu'il est optimisé pour le référencement? Là aussi, il y a des outils pour ça. Mhm. Donc, tu cherches les bons outils et tu les utilises. Donc, je peux en donner quelques-uns. Il y a Your Text Guru, qui s'écrit GURU. Il y a textfocus.net qui est gratuit. Il y en a plein d'autres. Mais chaque fois qu'on fait une action, on se demande comment le faire au mieux. Et on trouve des solutions tout de suite parce qu'elles sont en ligne. Tout le monde l'a expliqué. Donc du contenu cohérent, bien structuré, bien écrit et optimisé en SEO pour chaque page importante. Puis après, on voit comment rajouter sans que ce soit un problème pour les utilisateurs, de manière à dire à Google, regarde, je parle bien de ça, j'ai fait l'effort comme un wiki, et on essaye d'obtenir des liens pour avoir de la puissance sémantique, quoi. Enfin de la puissance, pardon, de PageRank, Ouais, puisque c'est toujours un critère important. ouais. Et donc finalement, l'erreur que feraient trop de e-commerçants, c'est de ne pas faire ce travail qui a l'air quand même d'être précis, enfin, qui demande du temps, qui demande Oui, des efforts, et donc finalement de négliger tous ces aspects SEO et de construire un site, on va dire, qui est beau visuellement, peut-être qui plaît aux gens c'est ça. qui passent dessus, mais pas à Google, qui lui voit, enfin, ou a du coup du mal à voir vraiment ce qu'est ce site. Pourquoi? Parce qu'on veut faire un joli site agréable pour les utilisateurs. C'est normal. Sauf que il faut aussi que cette partie marketing soit complétée par une partie éditoriale. Hmm. Donc on va déporter complètement l'édito dans un blog qui lui-même va être mal structuré, mal alimenté, le maillage va être pas bon, etc., pas optimisé. Donc le blog, bon, il travaille pas trop mal, mais c'est pas au top.
Et on a oublié que la partie marketing devait être forte aussi. Et les solutions sont simples, hein. Sur une home très jolie, qu'on n'a pas envie de polluer avec 2000 mots, eh bien on les met en bas dans un bloc, peut-être sur 2 colonnes, peut-être avec un ascenseur, donc dans un espace assez réduit, un ascenseur. On peut aussi faire 2 lignes et marquer en savoir plus, et tu cliques et ça ouvre le reste. Google a dit apparemment qu'il prenait bien ça en compte, sans le pénaliser. Donc bon, il y a des solutions. Simplement, on n'a pas, voilà, on cherche même pas à les faire, quoi. Et tous ceux qui le font, on a des résultats très clairs. C'est pas très compliqué finalement. Ouais, donc il faut s'y coller en SEO. Il y a pas de raccourci et c'est voilà, il faut s'y mettre et faire les choses bien, quoi. Est-ce que il y a d'autres erreurs que tu vois chez les e-commerçants que tu accompagnes? J'ai du mal à faire la liste, mais globalement, l'erreur principale, encore une fois, c'est de faire confiance à des gens qui n'ont pas de vraie expertise. C'est de s'imaginer parce qu'une boîte a une belle communication, parce qu'elle a des publi-reportages à la télé ou même sur Internet ou je sais pas quoi, ou qu'elle a un joli site, alors elle est compétente en SEO. La compétence se mesure, le résultat, comme on dit, est à l'écran. Donc, c'est pas moi, par exemple, c'est vrai que je ressors pas en SEO sur mon site, mais qu'est-ce que je vais aller chercher, consultant SEO face à 10 000 autres consultants, plus 200 agences super puissantes, sur des mots-clés comme consultant ou comme référenceur professionnel ou je sais pas quoi. C'est pas la peine. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas besoin. J'ai trouvé d'autres manières de me faire connaître sur d'autres moteurs de recherche que Google. J'ai beaucoup moins à lutter et j'ai autant de clients. Par contre, je peux expliquer mon expertise, je peux expliquer mon parcours, et en fait, on peut vérifier de par mon expérience que je suis quelqu'un de structuré, qui a l'habitude de gérer des projets complexes. Donc, il faut se faire accompagner par des gens qui ont des références, qui ont des exemples à montrer, qui ont géré des projets hyper variés si possible, ou des projets proches du vôtre, qui ont déjà des références en B2B, en B2C, ça dépend de votre positionnement. Et donc, à partir de là, il y a une meilleure chance. Et encore, on peut même le challenger avec un deuxième. C'est comme un médecin, on prend 2 avis. Donc, on peut prendre un consultant pendant 1 heure par mois pour vérifier ce qu'a fait notre agence. C'est pas un problème d'avoir un deuxième avis. Au contraire, dans ces métiers-là, où plusieurs solutions mènent finalement au même résultat. Il n'y a pas qu'une seule recette. C'est bien d'avoir plusieurs avis. Ouais. En tout cas, comment ça se traduit sur les sites? Ça se traduit, comme je l'ai dit, par un manque de contenu, un mauvais maillage, des balises qui sont pas en place, et surtout des pages qui ne visent pas des cibles très claires, sans compter les problèmes techniques et le fait qu'on publie pas assez et pas assez souvent, etc. Ouais, c'est vraiment un vrai sujet en soi, et il faut le faire sérieusement, faire appel à des gens sérieux, et on peut pas vraiment, on va dire, coller des bouts de ficelle et faire vite fait mal fait son SEO, quoi. C'est ce que je retiens. Ça s'apprend, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et puis c'est aussi, toi tu parlais d'avoir 2 avis, c'est aussi quand même un monde qui évolue vite. Tu vois, tu parlais de la mise à jour de Google au mois de mai, et puis on avait une précédente, il me semble, au mois de septembre-octobre, là, qui avait fait beaucoup de bruit. Enfin, c'est quand même même si les fondamentaux, tu vois, la balise title, etc., restent, ça c'est aussi vieux que l'Internet. Il y a quand même pas mal de choses qui bougent, et des stratégies SEO d'il y a 2-3 ans vont pas fonctionner, ou plus aussi bien fonctionner que ce qui fonctionne actuellement. Donc j'imagine que là encore, le fait de challenger un peu son consultant, ça va dans le sens de s'assurer qu'il est à jour par rapport à ce qui se fait, quoi. Je vois plutôt ça comme un écosystème, c'est-à-dire que sur Google en tant que tel, les recettes sont vraiment quasiment les mêmes depuis 2013. Depuis les grosses mises à jour Panda, Pingouin, qui ont fait beaucoup de mal à l'époque, les fondamentaux sont quand même restés les mêmes. C'est pas parce qu'ils ont introduit BERT ou d'autres évolutions des algorithmes, ou même RankBrain, qui est l'intelligence artificielle, que les choses ont vraiment changé. On a juste besoin d'une bonne qualité de contenu et d'une bonne qualité de lien externe. Point. Quand on a ça, il n'y a aucun problème, et c'est juste quelques recettes finalement connues, mais bon, il faut les appliquer comme il faut pour chaque site, avec le bon volume, les bons ciblages. Et puis surtout, il y a des solutions en plus, c'est-à-dire effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour le local? Qu'est-ce qu'on fait quand on vise l'international? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des sujets très secs où il n'y a rien à dire quasiment, et que personne n'a jamais parlé de ça sur Google? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller voir vers l'obtention de leads directement? Chaque business est un peu différent, donc je ne vais pas à chaque fois appliquer la même recette. Simplement,
j'oriente vers les bonnes personnes et on trouve une méthode qui fait que ça marche normalement parce que on a un kaléidoscope de possibilités, mais dans chaque métier, c'est un peu toujours les mêmes fondamentaux qui reviennent, quoi. Ouais, complètement. Non, c'est juste que c'est de plus en plus complexe parce que la concurrence est horrible et qu'il faut être partout et tu peux pas tout faire bien. Voilà, c'est ça le problème. Hein. Ah ouais, complètement. Tu parlais à l'instant de liens externes. Est-ce que des liens qui pointent vers ton site e-commerce, est-ce que tu as une approche préférée pour en récupérer et typiquement dans l'exemple, dans le contexte d'un site e-commerce? C'est délicat quand on est un e-commerce de récupérer des liens externes. Mhm. Parce que, on va dire que, allez, on va prendre un exemple un peu extrême. Tu vends des tubes en plastique. Ça intéresse personne. Hmm. La solution ultime, il y en a plusieurs, mais c'est soit tu fais de la recherche fondamentale avec des universités, auquel cas tu peux obtenir des liens d'entreprises, enfin de sites incroyables comme les sites en .edu, comme éducatif, Ouais. hein, les universités, etc., ou même gouvernementaux, encore mieux. Soit tu fais de la relation presse. Et là, tu as des liens de grande puissance qui vont légitimer ta marque, etc. Et en faire venir encore plus derrière, parce que ça fait un peu effet boule de neige. Mais quand tu n'as pas ça, eh bien, pour des tubes en plastique, faut pas rêver, quoi. Donc, la solution, c'est évidemment d'aller les acheter. Les acheter, ça veut dire être en dehors des recommandations de Google qui peuvent donc pénaliser cette stratégie. Mhm. Cela dit, la solution existe puisqu'on peut évidemment simuler le naturel. Pour moi, simuler le naturel, c'est faire des contenus quand même intéressants autant que possible. Par exemple, on peut avoir des valeurs qui disent que nos tubes en plastique, ils sont, je sais pas, biodégradables, je dis n'importe quoi, biodégradables, ou ils ont été produits avec des méthodes formidables, ils sont, etc., etc., ils sont pas polluants. Bon, on a des valeurs, donc on peut parler autour de ça. Et du coup, on peut obtenir des liens quand même, enfin, on peut les acheter, et quand Google regardera, il se dira, OK, d'où vient ce lien? Il vient d'un site qui parle d'un sujet proche. L'écrit est bon, le texte qui entoure ce lien est intéressant. Enfin, les gens s'en vont pas au bout de 2 secondes, quoi. Mhm. Ensuite, le lien, il est bien fait avec les bonnes encres, parce que l'encre est plutôt en général sur le www. Le nom du site ou le nom de la marque. Faire l'encre sur le mot-clé précis, c'est très dangereux. Il faut en faire très peu. L'encre, c'est quand c'est en bleu souligné, hein, c'est là où on clique pour faire le lien. Ouais. Pour C'est cliquer. le mot du lien Voilà. finalement. Eh bien voilà, on fait attention à ça. Et puis après, ça arrive sur une page qui correspond bien au sujet. Et puis voilà, ça fait de la puissance. Maintenant, il faut le faire avec parcimonie. Il faut en acheter quelques-uns par mois. Donc on a des budgets qui vont entre 200 et 500 euros en général. Il y a un site intéressant qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Dealer de temps. Mhm. Dealer comme voilà, et de temps, T-E-M-P-S, dealerdetemps.com, où on peut faire des échanges de liens. Les gens peuvent écrire un article pour le positionner sur votre site. Vous gagnez des crédits pour aller en mettre sur d'autres sites. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est intéressant. J'ai été approché par un service un peu équivalent qui propose exactement ça. Donc ouais, mais Dealer de temps, j'imagine du coup existe depuis plus longtemps et c'est celui que tu recommanderais pour. Non, il est très récent. Il est très récent. D'accord. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, c'est pas mal. Parce que sinon, faut payer les liens, c'est entre 10 et 400 euros un lien en général, quoi. Hmm. Hmm. Et du coup, là, une autre méthode, j'ai lu ça, c'est en gros, tu vois, si on a un site e-commerce, typiquement par exemple, qui fait des bijoux, c'est d'offrir des bijoux à des gens qui auraient des blogs, donc qui peuvent avoir parfois, sans même le savoir, hein, une autorité SEO qui peut être relativement intéressante, importante. Et derrière, ces personnes font un test et font un lien retour vers le site e-commerce. Est-ce que c'est une stratégie qui est intéressante ou est-ce que ça peut être une perte de temps? Enfin, est-ce que tu as un avis sur la stratégie comme ça de donner des produits pour récupérer des liens? Bien sûr, c'est bien, c'est très, très bien, pourquoi pas, en condition de trouver un blogueur qui fait bien son boulot, qui fait pas 3 fautes d'orthographe par ligne, parce que bon, on a fait aussi ça et on est tombé sur des trucs, nous on avait honte quand on nous faisait un article avec des fautes. On peut pas, après il faut obliger, on corrige son truc, enfin bon, on fait son boulot comme d'habitude, quoi. Ouais. Et franchement, c'est fatigant. Déjà, il faut les contacter, il faut qu'ils daignent vous répondre. Après, il faut s'entendre sur le produit, il faut qu'ils fassent un test qui tient la route, qu'ils sachent écrire
et que le lien soit pas trop naze. Franchement, ça fait beaucoup, hein. Les blogueurs sont en général très peu professionnalisés. Mais c'est toujours bon à prendre. Le problème, c'est le volume. Il faut en faire au moins 1 ou 2 par mois. Hein. T'imagines tous les 15 jours envoyer un petit paquet, appeler la personne 4 fois parce que elle l'a pas reçu ou elle a oublié ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, c'est de la relance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est du travail. il faut quelqu'un qui soit dédié à ça. L'obtention de liens, c'est des heures par semaine. C'est un vrai boulot, ouais. Ouais. Je suis tombé récemment sur un service. Alors, j'ai pas encore je suis en train de passer par eux, donc j'ai pas encore vraiment de résultats. Et en gros, c'est une sorte de marketplace. Enfin, tu vois, ça s'appellerait un peu agence d'influenceurs, mais c'est agence de testeurs ou quelque chose comme ça. Et en gros, toi, en tant que site e-commerce, tu proposes tes produits. Derrière, ils ont des gens qui ont des blogs, etc., qui posent une candidature. Ça m'intéresse de tester ce produit. Et toi, du coup, en tant que gérant Citycom, tu reçois la liste, donc tu vois, tu peux checker un peu la qualité des blogs, donc de l'écriture et puis aussi d'un point de vue SEO. Et ensuite, tu achètes les coordonnées, tu vois, cette marketplace qui fait l'intermédiaire. Et du coup, puisque les testeurs ont posé une candidature, tu vois, tu t'épargnes justement le côté, il faut les démarcher, il faut les relancer, parce qu'en gros, elles se sont engagées. Ces personnes sont engagées un peu plus dans le test, et si elles veulent rester sur cette plateforme et recevoir des sites, des produits à tester, elles doivent être un petit peu plus professionnelles. Donc je pense qu'il y a quelques, tu vois, il y a des sites comme ça qui essayent de résoudre ce problème de mise en relation, parce que comme tu le dis, j'ai fait des opérations un peu influenceurs comme ça par le passé, et c'est en effet extrêmement chronophage, parce que comme tu viens d'expliquer, très 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 compliqué, quoi. Voilà, il faut essayer de trouver toujours pareil la meilleure solution relative à cette idée qui est bonne. Hein. Ouais, c'est ça. C'est toujours soit on fait soi-même et on passe beaucoup de temps, etc. Soit on prend un service, on trouve un intermédiaire et on gagne du temps. Mais en effet, ça demande un peu plus de ressources financières. Donc ouais, chacun doit faire en fonction de là où il en est et de ses objectifs. J'ai une dernière question par rapport au CMS, donc le moteur qui enfin, je ne sais pas comment définir un CMS, mais est-ce que tu recommandes un CMS en particulier et à tes clients, et pourquoi? Alors le CMS, c'est la solution de contenu qui fait aussi solution e-commerce en fait. Donc il y en a plein, mais en réalité, les 4 qui sortent du milieu, c'est en général c'est WooCommerce, qui est basé sur WordPress, c'est PrestaShop, c'est Shopify et c'est Magento. Donc quand on est dans ces 4-là, déjà on est bien, puisque maintenant il faut se poser les bonnes questions. WooCommerce, c'est pas très cher, ça peut faire des beaux e-commerce très complets, il y a beaucoup de modules, et une bonne communauté. Si on a le moindre problème, on a accès à des experts très facilement et pas trop cher. Donc c'est une bonne solution. PrestaShop, pareil. C'est exactement la même chose, un peu plus costaud, un peu plus ancien. Certaines choses n'ont pas toujours plu à la communauté, certains choix techniques étaient assez difficiles à défendre, mais on va dire que quelque part, ils ont tenu la route et ils sont encore là et bien là, donc c'est une bonne solution. Shopify est américain, ils arrivent sur le marché français en force. Probablement que le potentiel est incroyable, ils sont numéro 1 mondial, je crois, en nombre de boutiques. Bon, très bien, mais ils ont des plugins formidables pour accéder justement aux places de marché, à faire du dropshipping, etc. Les réseaux sociaux aussi. C'est très bien intégré, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus délicat pour modifier le design, le thème, etc. Et puis bon, la communauté est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins forte en France. Donc on va payer beaucoup plus cher pour avoir un expert, si on en trouve. Donc attention à la maîtrise de la solution. Magento, évidemment, très grosse communauté, très puissant, beaucoup plus cher et pour des très gros sites. Donc Cultura, par exemple, est fondée sur Magento. Voilà, ça reste assez sensible et pas facile à gérer, mais si on veut viser très loin, on peut envoyer un Magento. Puis après, il y en a plein d'autres très grosses solutions comme Oracle, IBM, etc. Ouais, mais déjà, ça donne 4 à choisir. 4, ouais. Pour moi, PrestaShop et WooCommerce sont une évidence. Voilà. Et puis Shopify, intéressant. Magento pour les gros sujets. D'accord. Ça reste quand même un choix raisonnable. On a de quoi travailler avec ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, et encore une fois, il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. C'est juste que j'imagine ils répondent à des besoins différents et en fonction de ses objectifs, de ses budgets, de son contexte, on choisit celui qui colle
à son besoin, quoi. Disons on va avoir des soucis dans tous les cas, hein. Donc il faut savoir gérer ça en interne ou via des externes. C'est ça, toute la clé, elle est là, hein, c'est être bien accompagné. Ah ouais, ça c'est une philosophie de vie, tu vois, c'est choisir ses emmerdes, quoi. Tu t'en auras dans tous les cas, donc est-ce que tu peux les choisir ou pas, mais ouais, c'est une façon de voir la vie. Euh, Toujours dans le thème du SEO, une chose dont tu parles sur ton site et que tu prônes, j'ai l'impression, c'est ce qui s'appelle le cocon sémantique. Donc est-ce que tu pourrais déjà rappeler ce que c'est qu'un cocon sémantique ou voir comment tu le définis? Ce serait la première question. Ok, déjà quand j'arrive en 2009, je constate qu'un site internet a toutes les premières positions sur les mots-clés qui m'intéressent dans le bijou ethnique. Je me demande pourquoi et je regarde et je vois en bas tout un tas de liens vers des pages de contenu utiles en répondant à des questions comme comment porter un sari, comment je sais pas nettoyer sa bague en acier ou en argent ou je ne sais quoi. Plein de questions avec des pages de contenu. Donc là je me dis il y a quelque chose. Ils ont compris quelque chose parce que la plupart ne faisaient pas ça et j'ai compris que c'était des cocons sémantiques. Parce que je lisais le blog aussi de Laurent Bourly, BOU 2RE 2LY, et Laurent a lancé ce concept en 2012, je crois officiellement, mais même avant, en 2010, c'était déjà prêt, et il avait déjà expérimenté un peu avant avec ce client, et du coup, je me suis dit, ok, ça marche, c'est propre, c'est du contenu structuré, qui répond aux questions, que Google finalement veut donner en réponse, hein, parce que c'est un moteur de réponse Google, aux questions des gens, et c'est tout simple, mais il y a quand même pas mal de subtilités. On doit se poser la question, en gros la question auquel répond le cocon, c'est pourquoi mériterais-tu d'être premier sur cette requête? Pourquoi toi? Et aussi, quelle stratégie de content marketing tu mets en œuvre autour de ça? Parce que le cocon n'est qu'une strate de la stratégie de content marketing et de visibilité en général. Tout seul, il n'a pas la puissance suffisante pour atteindre des objectifs incroyables. Il faut beaucoup de choses autour, enfin, certaines choses, on va dire. Mais à la base, un cocon, c'est un ensemble de pages qui répond comme un Wikipédia. On prend un sujet, par exemple, là, on vient de voir pour, je sais pas, portage salarial. Voilà. On va dire à quoi correspond. Qu'est-ce que le portage, à quoi ça sert, pour qui. Alors, on part de tous les métiers, on peut dire est-ce que le portage salarial est bon pour un auto-entrepreneur, est-ce que ça a du sens, quels sont les frais, comment choisir sa société de portage, etc., etc. Chaque page fait entre 700 et 2000 mots, des fois plus, en moyenne 1200 mots chez moi, des fois c'est 800, des fois c'est 1000 mots, etc., chez certains. Moi j'aime bien 1200 mots, c'est pas mal, ça permet de bien déployer son sujet. C'est une moyenne, hein, on peut faire beaucoup moins ou beaucoup plus. On peut aussi faire des pages en support du cocon à 300 mots, pourquoi pas, avec tout simplement une question et une réponse, en mode FAQ. Ça peut faire de la densification sémantique. Le but, c'est de couvrir le sujet le plus largement possible, que Google comprenne exactement de quoi on parle et quand il voit qu'on est le plus compétent. On démontre une expertise. Et donc, on répond à ce que veut Google dans ce qu'on appelle le EAT, expertise, autorité, trust en anglais, confiance, hein, autorité et expertise. Donc la confiance, c'est avoir un site, donc on a dit techniquement parfait et avec des avis clients et toutes sortes d'éléments qui prouvent que tu as un site donc de confiance. Les gens aiment ton site et c'est pas un site d'arnaque, etc. L'autorité, on parle de toi carrément. C'est-à-dire que c'est les liens, c'est le netlinking, mais c'est pas que ça. C'est aussi, par exemple, est-ce que tu as fait un SlideShare qui montre que tu as donné des conférences sur ton sujet. Il y a plein de choses qu'on peut faire autour d'un écosystème, d'un e-commerce pour démontrer son autorité et puis son expertise aussi, quoi. Est-ce qu'on montre qu'on connaît son sujet, etc. Donc c'est vraiment vaste et c'est le plus acharné qui va gagner à la fin, quoi. Donc le cocon n'est qu'une partie de ça, mais c'est la partie la plus évidente, la plus simple, on met du contenu de qualité, donc on pourra avoir des liens, on pourra avoir bon. D'accord. Et c'est puissant, quoi. Et est-ce qu'on peut construire ce cocon sur un blog ou est-ce que c'est nécessairement, tu vois, un ensemble de pages qui sont décorrélées du blog et parce qu'elles sont construites indépendamment et j'ai envie de dire manuellement et non pas chronologiquement comme un blog? Oui.
Par nature, un cocon n'est pas dans un blog ou n'est pas dans la partie marketing du site. Il est dans un répertoire dans lequel on va ranger des pages structurées, propres. Regarde en 1995, en 1998, etc. C'était quoi un site internet? C'était des répertoires. Comme dans Windows, on a des répertoires, on range ses fichiers à l'intérieur. Bah là, c'est pareil. Tu ranges tes pages dans des thèmes et des sous-thèmes à l'intérieur de répertoires qui sont dans le serveur, sur le serveur du site, et que tu accèdes par slash, www.mamarque.com slash le guide du portage salarial, slash, et là, tu as toutes les pages. C'est quand même pas compliqué. Ça veut dire que Google sait exactement que dans cet emplacement-là, on ne parle que de ça. Si le reste du site est mal structuré, que ça part dans tous les sens, ça fait papa-maman, avec des tags dans tous les coins et des pages fantômes et qui sont générées à cause de la navigation à facettes ou des pages de recherche qui font n'importe quoi, parce que ça arrive souvent dans les CMS dont on parlait tout à l'heure. Et bien, et quand on n'a pas su faire appel à un expert pour nettoyer tout ça, bah Google, lui, va quand même retrouver ses petits. Ton site, il est mauvais, comme tous les autres, sauf que là, il y a un espace qui est nickel. C'est rangé, c'est un cocon. Parce que le blog, ça va être pareil. Lui aussi, il aura ses problèmes, il aura ses délires et ses problèmes techniques. Et la navigation sera mal foutue et Google va s'y perdre. Il veut pas s'y perdre. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner du temps. C'est passer le moins de temps possible sur ton site et le comprendre le plus vite possible pour économiser de l'énergie et pas dépenser de l'électricité, c'est tout. Donc si ton site il part dans tous les sens, il va arrêter d'y aller et tu vas tout perdre. Donc ce serait une sorte c'est un peu la stratégie derrière le cocon sémantique, c'est simplifier la vie de Google pour que en retour ils nous mettent en avant. C'est une sorte de partenariat gagnant-gagnant ou un contrat qu'on essaye de conclure avec Google, quoi. Je vais en profiter pour casser certaines croyances. On me dit des fois, ton cocon sémantique, il y a plein de visiteurs, mais ils s'en vont 90% du temps, j'ai un taux de rebond de 90%. Et dans le reste du site, j'ai que 60%. D'accord, sauf que quand tu cherches sur Google une question très très simple, comme par exemple, je dis une bêtise, mais quel est l'âge de telle personne, et que ta page répond 35 ans, bon bah tu as ta réponse, tu t'en vas. Tu vas pas cliquer ailleurs sur le site. Donc tu as 100% de taux de rebond. C'est pour ça que tu n'as pas apporté la bonne réponse. Le vrai taux de rebond, c'est pas ça. Le vrai taux de rebond, c'est je pose une question sur Google, je vais sur un site qui me donne soi-disant la réponse ne me satisfait pas, donc je pars, et je vais sur un autre site. Je clique sur un concurrent. Là, Google se dit, il est venu, il est reparti, il est allé voir ailleurs. Donc, ça, c'est le vrai taux de rebond. Et ça, on ne le connaît pas, seul Google le connaît. Le faux taux de rebond, c'est celui qu'on s'imagine, comme je disais, les gens viennent, ils lisent et ils s'en vont. C'est normal, on a apporté la réponse. Donc, la solution, c'est d'avoir des call to action sur la page de cocon sémantique, qui dit, en gros, donne-moi ton email contre quelque chose. Si tu as l'email de la personne, tu peux la recibler derrière avec des campagnes. Si tu n'as pas d'email, c'est mort. Donc, tu lui fais un deuxième cadeau. Premier cadeau, tu réponds à la question. Deuxième cadeau, tu lui offres quelque chose. Un PDF, une vidéo exclusive, et éventuellement une promotion, mais bon, c'est déjà trop vendeur. Et tu récupères son email. Et là, tu as gagné. Et s'il a envie après d'acheter quelque chose, il ira voir le reste de ton site. Mais il ne faut pas croire que les gens vont venir avec une vision éditoriale, c'est-à-dire il veut une réponse à une question pour acheter quelque chose. Il veut que ça réponse à sa question. Par contre, le cocon sémantique en soi, l'objectif c'est de pousser une page commerciale. Donc s'il pousse la home, c'est la home qui va monter dans les moteurs de recherche en parallèle sur le mot-clé principal, peut-être portage salarial. Et si c'est une catégorie de produits, couche bébé. Donc, c'est ça l'objectif final, c'est cette page-là qui va à la guerre sur Google face à la concurrence commerciale pour les gens qui veulent acheter. Là, si t'as pas gagné ça, alors ton cocon est un échec. Oui, d'accord. Mais l'objectif, c'est qu'il réussisse ce challenge. Donc le cocon fait deux objectifs. Il ramène du monde qui cherche de l'info, donc qui est en haut du tunnel de conversion potentielle, puisqu'il sait peut-être même pas qu'il a un problème à ce stade. Tu l'éduques, peut-être plus tard il reviendra acheter, chez toi ou chez un autre, et tu vends à côté avec l'autre page. Voilà. Ouais, super. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé dans pas mal d'épisodes du podcast de l'importance de créer tout ce système de capture et derrière de nurturing, enfin donc je sais pas comment on dit, mais de fidélisation, enfin c'est pas vraiment le mot, pour mettre en place toute une machine pour éduquer le client et peut-être le faire prendre conscience des problèmes qu'il a, de ses besoins, ou du moins de petit à petit l'amener vers les produits
qu'on vend, avec l'idée, c'est un peu la même chose avec la pub, tu vois, à partir du moment où tu captures un premier client, mais derrière que tu as une machine pour continuer à lui vendre d'autres produits de ta gamme, etc., tu diminues ton coût d'acquisition et tu rentabilises ton opt-in ou tes budgets pub. Donc c'est vrai que ouais, je comprends les deux objectifs du cocon sémantique. Un premier, donc générer du trafic et le qualifier et le convertir, pardon. Et d'un autre côté, envoyer, comme tu le disais, une page à la guerre, et c'est là aussi qu'on mesure l'efficacité. Du coup, ma question suivante, c'est comment est-ce que tu positionnes le cocon sémantique par rapport à un blog? Alors du coup, qu'est-ce que tu publies sur ton blog? C'est une autre façon de poser la question. Est-ce que c'est les choses qui sont pas dans le cocon sémantique, j'imagine? Mais comment est-ce que tu positionnes les deux, le cocon sémantique versus le blog? Il peut y avoir des doublons, c'est-à-dire que le blog, en général, un blog, ça raconte plusieurs choses potentielles. Et d'ailleurs, il y a des sites comme, regardez le blog de Lengo, Lengow, d'ailleurs, qui est un expert en e-commerce, puisqu'ils font le lien avec les places de marché, tu les connais bien, forcément. Donc le blog de Lengo qui a été refait récemment, eh bien, en haut, il y a quand même plusieurs choix. Il y a écosystème e-commerce. Donc c'est des articles qui vont parler de l'e-commerce. Canaux marketing et marketplace, très bien. Usage et nouveautés. Je suppose que là, on parle de... Ouais, c'est toujours pareil, c'est du métier e-commerce. Et Lengo Life. Donc dans Lengo Life, on a les informations relatives à Lengo. Voilà, les anniversaires de Lengo, les nouveaux entrants chez Lengo, les offres chez Lengo, les promotions chez Lengo. Des fois... Et ça, c'est leur blog. Le reste, c'est des cocons sémantiques. Des fois, un blog, ça sert à ça. Ça sert à parler de la vie de ta boîte. D'accord. Et ça sert même qu'à ça, souvent. Après, tu peux faire une autre partie, comme par exemple écosystème e-commerce. Donc ton blog, finalement, il parle pas de toi, il parle pas de ta marque, il parle pas de tes promos, il parle que de ton expertise. Et là, tu pourrais avoir effectivement des pages, on va dire, en doublon en termes de thème. Le thème peut être traité dans ton blog, il peut être aussi traité dans le cocon. C'est pas super grave, il suffit de le confier à deux rédacteurs différents, ils vont pas le traiter de la même manière, on peut utiliser des outils d'analyse sémantique, d'optimisation sémantique différents, un angle différent, donc on peut traiter d'un sujet de plusieurs façons différentes, une fois dans le cocon, une fois dans le blog. Le blog, il est censé avoir son maillage, qui est propre, mais c'est pas le même qu'un maillage cocon. Un maillage cocon, c'est différent d'un maillage blog. Après, tu peux faire un blog avec un maillage type cocon, mais il faut pas rêver. Un blog, ça se présente avec un certain nombre de sujets, et en bas de page, il y a marqué voir plus. D'ailleurs, je suis pas du tout fan de... Ah ouais, d'accord. Donc voir plus, pour eux, ça affiche la suite, qui est censée être déjà dans le cache, je pense. Et des fois, il y a marqué plutôt 1, 2, 3, 10, 20, 30, etc. C'est pas forcément la meilleure solution. Donc, ça veut dire que Google, il va faire quoi? Il va cliquer sur ... Non. Il va devoir aller voir 20, puis après, après il les a peut-être déjà référencés, mais si jamais les articles sont mis à jour, il se passe quoi? Et bref, c'est pas optimisé un blog. Et c'est pour ça que la structure blog, elle est bien, mais elle n'est pas totalement SEO non plus, quoi. Ouais. Je préfère du cocon à en plus. D'accord. J'imagine du coup c'est un peu la même sentence pour, tu sais, les plugins. Vous avez aimé cet article, vous allez aimer ces autres articles, et puis tu montes des articles qui sont dans une même catégorie. Pareil, c'est pas terrible d'un point de vue SEO, j'imagine, parce que c'est du lien automatique et pas bien fait versus le lien qu'on crée dans un cocon. Ouais. Vaut mieux ça que rien. C'est mieux que rien. Donc faire de l'automatique plutôt que rien, ça peut être, en général, c'est mieux. Après, il vaut mieux le faire à la main, avec un peu de réflexion et tenir à jour. Alors malheureusement, c'est sûr que si tu fais un article sur un sujet et que tu en as déjà fait 2 autres, donc tu fais les liens vers les 2, puis après tu en publies 3 autres dans les 6 prochains mois, faudra revenir peut-être sur les 3 précédents pour faire des liens vers les nouveaux. C'est une grosse galère, hein, ça prend un temps fou. Donc je comprends que ce soit ingérable. Mais encore une fois, c'est le plus acharné qui gagne. Est-ce que tu veux gagner ? Donne-toi les moyens, quoi. Ou voilà, la stratégie, c'est j'imagine du coup de tout faire, de faire 10 ou 15 articles sur le thème, de les publier ensemble, et puis du coup de faire en une fois ce travail, un peu comme un cocon finalement. Et comme ça, tu t'évites d'avoir à revenir et d'avoir à gérer une complexité toujours grandissante, quoi. Je pense qu'un blog, ça vit, donc un sujet va forcément revenir. C'est presque une impossible. La différence, c'est que le cocon, il est plutôt, comment on appelle ça, il est plutôt fixe, il est plutôt statique, alors qu'un blog, ça vit. Donc c'est forcément plus compliqué à tenir un blog à jour dans toutes ses composantes.
Après, un cocon peut être mis à jour, il peut être amélioré, il peut être enrichi aussi. Mais on maîtrise totalement la structure, donc forcément, il y a une efficacité qui est supérieure. Ouais, complètement. Alors, j'aimerais maintenant qu'on dézoome et qu'on parle de stratégie e-commerce au sens large, puisque tu n'es pas consultant SEO, ou du moins pas seulement. Tu conseilles les e-commerçants, les sites e-commerce au niveau de leur stratégie. Euh, du coup, ma première question dans cette partie, c'est quand tu accompagnes un client dans le développement de son site e-commerce, comment ça se passe? Quelles sont les étapes que tu mets en place pour élaborer avec lui sa stratégie? Normalement, d'abord, on a un questionnaire. J'ai un questionnaire très vaste qui lui permet de m'expliquer quel est son contexte, quelle est son équipe, quels sont ses objectifs, donc à qui il vend, à quel prix, quelles sont ses gammes de produits, où est-ce qu'il veut aller demain, est-ce qu'il est à l'international, est-ce qu'il a déjà fait du SEO, quelle est la solution technique qu'il utilise, est-ce qu'il a un ERP, est-ce que voilà. Donc déjà j'ai tout le panel de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, où est-ce qu'il en est et même où est-ce qu'il veut aller. Après, je suis censé, s'il est d'accord, faire un audit complet de son activité. Je vais aller voir les concurrents, je vais aller voir leur puissance, je vais aller voir le potentiel. Je vais faire un SWOT complet, donc opportunités, menaces, etc., avantages, voilà. Bon, bref, la force et les faiblesses de la boîte, à tout point de vue, hein, que ce soit au niveau équipe, au niveau moyen, technique, au niveau offre, prix, frais de livraison, tout est calé. Est-ce qu'on a des avis clients? Est-ce que voilà. Donc selon tout ce que je vois, et puis où est-ce qu'on est le SIA, donc tout ce qui est payant, Google AdWords, les réseaux sociaux, les influenceurs, les marketplaces, le SEO, tout quoi, tout est audité. À partir de là, je peux me permettre de lui proposer des solutions pour chacun de ces éléments. Parfois, il faut refaire le site, parfois, il faut en faire un nouveau, parfois, il faut changer la stratégie, parfois, il faut adapter, parfois, il faut laisser tomber certains produits. Voilà, les frais de livraison, tout est impacté potentiellement. Après, on fait un business plan à 3 ans avec tous les frais et tous les gains en face en chiffre d'affaires. Et lui, il doit compléter avec ses coûts internes, de locaux, de salaires que je ne connais pas forcément. Mmh. Après, il fait son petit calcul et puis, en général, on arrive à un accord sur un budget de temps sur la première année, de temps sur la deuxième année. Et après, si je suis sélectionné comme coordinateur final, parce que là, je peux livrer ça et après, il peut prendre une phase de réflexion. Il peut dire, OK, je me prends entre 2 et 5 semaines ou plus pour réfléchir. S'il décide d'y aller et que je suis pris pour faire la coordination du projet, alors on entame une deuxième phase dans laquelle on met tout en œuvre. On a un plan d'action mois par mois, canal d'acquisition par canal d'acquisition, ou projet par projet s'il faut refaire le site, etc. Et là, on fait la sélection ensemble des prestataires retenus, agence web, agence SEO, agence SIA, par exemple, Mmh. agence marketplace, et tout ce que tu veux. Quand on a sélectionné, on les met en ligne de marche, je coordonne le tout, je fais avancer l'intégralité des actions en parallèle, et je rencontre tous les mois. Voilà. Donc pour moi, une stratégie, ça passe par ça, c'est vraiment faire un point, se donner des objectifs, les moyens de les atteindre, et après mettre toutes les actions et tout le monde en ligne. D'accord, ouais. Et tu pilotes, tu fais des comptes rendus et tu t'adaptes tous les mois en fonction des événements. D'accord. Et est-ce que les clients qui te contactent viennent te voir parce qu'ils ont une stratégie qui fonctionne pas, ou c'est plutôt ils ont pas de stratégie, ils sont un peu noyés entre différents canaux d'acquisition, typiquement ils n'arrivent pas à prioriser. Enfin, quel est le problème qu'ont les gens qui t'approchent par rapport à leur stratégie e-commerce? Ben évidemment, il y a certains e-commerce qui sont super carrés avec des équipes qui ont démarré avec beaucoup de moyens, beaucoup d'expérience. Eux, ils ont aucun problème, hein, ils viennent pas me voir parce qu'ils sont déjà staffés, et ils savent où ils vont et ils ont les moyens tout. Donc ceux qui vont me voir, soit en général, ils ont du mal avec une stratégie claire, ils connaissent pas certains canaux d'acquisition, soit leur SIA est pas en place, ou ils croient qu'il est bon mais il est pas tellement que ça. Soit le SEO, ça va pas du tout, hein, et c'est en général c'est ce qui se passe en priorité. Après, les places de marché, ils se sont jamais dit que c'était un axe intéressant, alors que franchement, ça peut l'être, etc. Donc c'est totalement déséquilibré en fait. Un équilibre, le but c'est de réduire les risques euh, pour supporter les phases de crise ou les mouvements de la concurrence, etc. Par exemple, tu vois, ceux qui n'étaient pas du tout en digital et qui avaient que des magasins, pouf, la crise du Covid les a mis par terre. Alors que ceux qui étaient déjà avec une stratégie digitale assez forte,
ils ont peut-être fermé les magasins, mais ils ont multiplié par 10 à 30 leur chiffre d'affaires en ligne. Ouais, complètement. J'ai les chiffres sous les yeux de certains de mes clients, hein, c'est entre 10 et 30 fois. Donc, ils ont sauvé leur situation parce que le digital était en place. À partir de là, pose-toi la bonne question. Est-ce qu'il faudrait pas, si tu es Google dependent, comme on dit, ton chiffre d'affaires ne dépend quasiment que de Google et que Google a un spasme, comme ça arrive souvent, et que tu es viré pour telle ou telle raison, ou que tu as des concurrents qui t'ont écrasé en 6 mois, et ben, t'es mort. C'est pareil pour le SIS, si les prix changent ou je ne sais quoi, il y a trop de concurrents et tout, faut pas, mais il faut être partout en même temps, c'est ça le problème. Donc c'est cette combinatoire qui est compliquée à aller chercher et de mettre les bonnes priorités en fait. Déjà, ils savent pas dans quel sens il faut le faire, ils savent pas combien il faut dépenser à chaque fois, ils savent pas vers quel sens se vouer, ils se connaissent pas leur KPI, ils ont pas mis le Coca en place. Le Coca c'est Cost of Customer Acquisition, donc combien te coûte l'acquisition d'un acheteur, on va dire, d'un client. Ils savent pas leur lifetime value, combien la personne va rapporter sur 3 ans. Ils savent pas mettre le rapport entre les deux, donc ils sont pas rentables. C'est plein de choses qui vont pas. C'est un métier horriblement exigeant et il faut à la fois être un marchand dans l'âme, un commerçant. Il faut avoir un service différencié, enfin un produit différencié parce que le service c'est mort. Amazon a déjà tout cassé sur le service. On fera jamais mieux qu'eux, donc à moins de faire de la personnalisation, mais bon, c'est pas évident et c'est le produit qui fait tout et le produit pour avoir un produit différent, il faut des exclusivités, il faut des partenariats. C'est pas simple, hein. Mhm. Il faut un service irréprochable quand même au niveau de la prévente et tout. C'est plus que chronophage, hein. Ouais, complètement. Ouais, c'est clair que le e-commerce c'est très très vaste, très riche comme secteur d'activité. Et en effet, il faut porter beaucoup de casquettes et je comprends du coup que ouais, les gens s'y perdent, ont du mal à prioriser et du coup ont pas les résultats qu'ils attendent et donc le consultant qui rentre dans ça, bah, son job c'est de clarifier, de prioriser, de réduire les risques. Tu vois, je pense à l'instant, on sort avec la crise du Covid, là, enfin, c'est plus une décision judiciaire. Les entrepôts Amazon France ont été fermés pendant 4 semaines. Bah, typiquement, tous les vendeurs Amazon qui ont leur stock chez Amazon et qui ont tout leur stock chez Amazon et tous les œufs dans ce même panier, bah, ont perdu un mois de chiffre d'affaires. Et essuie encore les plates maintenant pour remonter dans les classements. Enfin, bon, il y a plein de conséquences par rapport à l'algorithme Amazon qu'il faut maintenant gérer. Et c'est clair que bah, pour pas mal de monde, ça a été aussi on va dire un réveil, une claque, et donc se pose la question, bah oui, comment est-ce que j'évite d'être aussi dépendant d'Amazon comme on peut être, tu viens de le dire, Google dependent par rapport à son SEO, quoi. Donc c'est vrai que c'est des questions qui se posent pour tous les e-commerçants. C'est ça, c'est trop compliqué et je comprends que surtout qu'ils ont eu souvent des mauvaises expériences, hein, des mauvais accompagnements, donc ils arrivent déjà en se disant oh là là quoi, où est-ce que je vais tomber encore une fois? Ouais, complètement. On arrive à la fin de l'interview. Simplement, est-ce que tu pourrais indiquer aux gens qui nous écoutent qui est bah, ton client idéal, votre client idéal, puisque tu travailles avec toute une équipe, qui est-ce qui bénéficie le plus de vos services, de votre expertise? C'est assez large, hein, donc ça va du tout petit site e-commerce, voire du coach personnel qui a besoin de visibilité et qui met 2 000 € à des jouets clubs qui mettent 50, 100 000 tous les ans, etc. Donc, bah, cela dit, en général, ce sont des e-commerçants B2C qui ont une offre plutôt bien en place, avec une concurrence relativement forte et qui veulent un cocon, voire une stratégie un peu plus large sur 6 mois, 1 an pour réussir Noël ou pour dépasser une concurrence voilà, un peu agressive. Donc, c'est pas très compliqué, c'est pas très varié, c'est pas, enfin varié. C'est très varié autour, hein, mais on peut appliquer ces règles assez facilement sur pas mal de sites. Donc, en général, les solutions sont assez simples à trouver. Après, il y a plein de cas particuliers. Quand j'ai 50 clients à l'année, il y en aura peut-être 25 ou quand même une petite moitié où il y aura vraiment des spécificités avec vraiment des problèmes particuliers à aller chercher, des experts que je vais aller chercher aussi. Parfois, je leur dis, ben voilà, j'ai un expert en lead, j'ai un expert branding, en branding, j'ai un expert en conversion qui fait de la neuroscience, j'ai un expert en voilà, j'en ai plein. Donc à chaque fois, j'essaye de voir ce que je peux apporter de plus
parce que je sens que c'est pas carré partout et c'est dommage d'envoyer du cocon ou autre sur un site qui a pas les moyens de convertir au maximum de ses capacités, quoi. D'accord. Toute dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi? Tout simplement, mon site c'est hi-commerce.fr. Ça fait I ou I. Puis Stéphane Jambu, on me trouve un peu partout maintenant. Voilà. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description du podcast, ainsi que les nombreux liens que tu as mentionnés. Merci. Les différents services, etc., pour que les gens puissent retrouver tout ça. Et ben c'est super. Je te remercie, Stéphane, pour tout ce que tu as partagé, et puis je te dis à très vite. Oui, bonne journée. Au revoir. Voilà pour l'interview. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses et que vous avez maintenant une longue liste de choses à faire pour améliorer le SEO de votre site e-commerce. Comme je viens de le dire à l'instant, tous les services qui ont été mentionnés par Stéphane, tous les liens se trouvent en description du podcast. Donc il n'y a plus qu'à scroller et à cliquer. Allez, avant de se quitter, 2 petites choses. Donc vous vous rappelez peut-être, il y a à peu près 1 heure, en début de podcast, je vous disais, si vous avez aimé le podcast, eh bien parlez-en autour de vous. Et si vous êtes encore là à écouter ça, moi je me dis que c'est que vous avez aimé ce podcast. Donc tout ce qui vous reste à faire, c'est aller parler du podcast autour de vous, que ce soit à un autre ami e-commerçant ou bien directement sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Facebook. Autre chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter Jams, il est grand temps d'y remédier. Et pour ça, c'est très très simple. Il suffit d'aller à l'adresse suivante, jams.fr/email. Donc ça s'appelle jamz.fr/email. Et dans cette newsletter Jams, je partage des stratégies, des conseils en lien avec la vente sur Amazon. Donc c'est très très simple. Il vous suffit d'aller sur jams.fr/email. Et dans cette newsletter, je partage des études de cas, des stratégies, des conseils en lien avec la vente sur Amazon. Donc il y a pas mal de choses, donc je vous invite chaleureusement à rejoindre la newsletter. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Bye bye.